Ouais, bonjour, je m'appelle Fabien Léger et je suis ingénieur au CTOH, qui est le Centre de topographie des océans et de l'hydrosphère. Donc là, on va prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ce qu'on a vu ce matin et je vais vous présenter le niveau de la mer, mais vu par les satellites. Donc en vous présentant le produit d'altimétrie régionale Xtrac et plusieurs applications pour le côtier ciblées en Méditerranée. Donc d'abord une petite introduction sur les principes de la mesure altimétrique. Donc pour calculer le niveau de la mer, le satellite va mesurer le temps que met une onde radar à parcourir la distance aller-retour entre le satellite et la surface de l'océan. Il va transformer ce temps en distance que l'on va appeler par la suite le range. Et donc pour calculer le niveau de la mer, donc ici SSH, on va faire l'altitude du satellite moins le range, moins une somme de corrections. Quelles sont ces corrections? D'abord des corrections instrumentales, donc au niveau des instruments du satellite, puis des corrections environnementales, c'est comme par exemple le taux d'humidité dans l'atmosphère ou pareil, aussi l'interaction des ions donc sur la mesure radar. Après, des corrections d'état de la mer, donc si la mer est agitée ou plate. Et enfin, des corrections géophysiques comme la marée ou le baromètre inverse. Par la suite, dans cette présentation, je vais souvent parler de SLA. C'est l'anomalie du niveau de la mer par rapport à une moyenne. Donc, Xtrac, qu'est-ce que c'est? Xtrac, c'est d'abord une chaîne de traitement altimétrique développée par le CTOH et le LEGOS depuis maintenant plus de 10 ans. Elle a été conçue pour étendre l'utilisation des données altimétriques aux applications océaniques côtières. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir le plus de données valides le plus proche de la côte. Xtrac, c'est aussi deux produits régionaux, des séries temporelles d'anomalies du niveau de la mer et des constantes de marée empiriques. Ces deux produits sont échantillonnés le long des traces altimétriques de référence. Aujourd'hui, Xtrac couvre tous les océans côtiers, comme vous pouvez le voir sur cette carte, où vous avez les 23 régions Xtrac. Ces produits sont librement disponibles et sont maintenant distribués par le centre opérationnel Aviso Plus. Donc si vous avez besoin de ces données, il faut vous connecter sur ce site-là et faire la demande d'accéder aux produits. Le premier de ces produits, c'est le produit de SLA, donc d'anomalie du niveau de la mer. Ça nous permet de suivre les variations du niveau de la mer, mais aussi de faire des applications plus poussées sur la dynamique, par exemple, que je vais vous présenter dans la seconde partie de cette présentation. Les produits Xtrac sont donc à 1 Hz, c'est-à-dire échantillonnés tous les 6-7 km le long de la trace. Ils sont disponibles pour plusieurs missions altimétriques que j'ai listées ici. Vous avez la plus importante, c'est Topex. C'est la mission combinée Topex Jason 1, Jason 2, Jason 3, car elle couvre une période maintenant de plus de 25 ans et nous permet de calculer une hauteur moyenne de la mer très précise. Les autres missions sont Envisat, GFO, Topex et Jason 1 Intermission et Saral Altica. Dans ces fichiers de SLA, vous allez trouver donc, bien sûr la SLA, mais aussi une MSS, enfin un niveau de la mer moyen, la dynamique, une AMDT, la marée phase et la correction atmosphérique dynamique utilisée pour calculer la SLA, et aussi des variables distance à la côte qui peuvent être utiles pour les utilisateurs en fonction des utilisations qu'ils veulent faire. Au choix, il y a deux types de fichiers, des fichiers où les données sont non filtrées et d'autres fichiers où les données sont filtrées à 40 km. Quand vous téléchargez les fichiers, la nomenclature est la même pour toutes les régions et pour tous les produits, donc c'est ctoh.sla.ref, nom de la mission, la région et le numéro de la trace. Juste des petits exemples de résultats en mer Méditerranée. Donc sur cette figure-ci de gauche, vous avez la RMS pour la mission Topex Jason 1, Jason 2 sur la SLA. Et donc vous voyez qu'il y a de bons résultats. Il y a juste la RMS qui augmente un petit peu près des côtes. Et ça c'est par exemple dû aux dynamiques côtières.
et au niveau des gyres quasi permanentes de Méditerranée, donc mer d'Alboran et au sud de Rhodes par exemple. Les statistiques, ici c'est le nombre de cycles valides pour cette même mission, et on voit qu'on a de bons résultats avec en moyenne plus de 95% de données valides, et on voit qu'on a une petite perte de données au niveau en zone côtière, ce qui est dû à la contamination de la Terre sur la mesure radar. Mais les statistiques restent bonnes et sont meilleures que les produits classiques de satellites. Ici, je vous montre une comparaison à un marégraphe. Donc c'est le marégraphe de Nice. On a la trace satellite qui passe juste à proximité. Et on peut voir que pour la SLA, la corrélation est très bonne, qui est à peu près de 0,8. Et on a des standards de déviation assez équivalentes sur les deux time series. Donc en fait, on peut utiliser chaque point le long de la trace des satellites comme des marégraphes virtuels. Donc il faut penser à ceux qui utilisent les marégraphes de aussi regarder les satellites, c'est une information complémentaire. Le second produit, c'est le produit constante de marée. Donc on va pouvoir suivre la marée et faire de la validation de modèles avec. Les constantes de marée, donc l'amplitude et la phase, sont calculées à partir du produit précédent, donc de SLA Extract, sur la mission combinée TOPEX JASON 1, JASON 2, en utilisant une analyse harmonique. Et ces paramètres, donc amplitude et phase, sont disponibles pour 73 ondes, que je vous liste ici, si vous... juste comme ça. La nomenclature, c'est la même que précédemment, sauf qu'à la place de SLA, c'est harmonique, donc on a toujours la même chose, nom de la mission, la région et numéro de la trace. Donc juste un résultat, donc là c'est mon sel face à la Méditerranée, parce que j'ai pris un choix où il y avait un peu plus d'amplitude, et c'est le plateau de Patagonie, où c'est un résultat pour l'onde M2. Ici l'amplitude, ici la phase, et ici c'est une comparaison au modèle FES 2012, et c'est la différence ici avec les petits cercles blancs par rapport au modèle, et on voit qu'on a de plus fortes, enfin on voit pas vraiment, mais on a de plus fortes différences vraiment en zone très côtière. Sinon dans l'ensemble les résultats sont très bons. Quelques statistiques utilisateurs, juste pour vous montrer que ces données sont maintenant de plus en plus utilisées et sont utilisées dans le monde entier pour faire de la science. Donc d'abord, c'est le nombre de jeux de données distribués depuis 2007. On voit qu'il est en constante augmentation avec 120 jeux de données distribués l'année dernière. Depuis 2014, le centre opérationnel Aviso Plus a commencé à distribuer ces données. Et depuis 2019, ces données sont seulement disponibles sur Aviso Plus. Ça, c'est la répartition géographique des demandes, et on voit qu'elles sont donc utilisées dans le monde entier, majoritairement bien sûr en France et en Europe. Mais on voit qu'il y a aussi un quart d'utilisation en Asie et en Amérique. Avec ces données, oui, on peut faire de la science. Et on voit que depuis 2005, le nombre de publications de rang 1 utilisant les données sont aussi en augmentation, avec l'année dernière 11 publications de rang A qui ont utilisé les données extract. Donc maintenant, quelques applications. Une des choses les plus faciles à faire quand on a la SLA le long d'une trace satellite, et on a vraiment souvent envie de le faire, c'est calculer le courant géostrophique qui est dérivé de cette SLA, donc en utilisant la formule suivante. Il faut juste garder en tête quelques limitations. C'est seulement un courant de surface, la composante géostrophique, on a juste la composante perpendiculaire à la trace. Elle ne fonctionne pas à l'équateur parce que la force de Coriolis est nulle. Et aussi on a juste une anomalie de courant. C'est pour ça qu'on a rajouté dans nos fichiers la MDT, car si on rajoute la MDT à la SLA et qu'on dérive le courant, on obtient le courant géostrophique total. Donc je vous montre juste un petit exemple ici. C'est pour la trace 9 en Méditerranée, pour la mission TOPEX JASON combiné. Ici c'est la SLA brute. En rouge, vous allez avoir la SLA filtrée, parce que c'est toujours mieux de la filtrer avant de calculer le courant. On va rajouter la MDT ici en noir,
Et si on dérive le courant, on obtient la courbe orange, je ne sais pas si vous la voyez vraiment ici. Et si on la cartographie sur une carte et qu'on met des vecteurs pour voir vraiment comment se comportent les courants, on obtient ceci comme exemple. Donc à partir de là, on peut faire des calculs de climatologie, des études aussi sur la dynamique interannuelle. C'est ce que je vais vous montrer. Donc ça, c'est une première étude où il y a une comparaison du courant géostrophique vu par l'altimétrie, mais vu par tous les autres capteurs disponibles dans la région. Donc c'est ce qui est ici, c'est une étude de Carré et al. En 2019. Vous avez donc les traces satellites, les traces Jason et les traces Saral. Je ne vois pas trop bien ici. Vous avez un radar HF. Il y a aussi une trace de glider et des ADCP. Ce qu'on peut voir, c'est si on regarde la dynamique moyenne, c'est que tous les capteurs sont cohérents entre eux et on retrouve vraiment la dynamique connue de la région avec le courant nord qui a été introduit dans les présentations précédentes, qui va donc longer de l'Italie jusqu'en Espagne, et aussi la recirculation au nord de la Corse, qui est aussi vue à la fois par l'altimétrie et à la fois par les autres capteurs. Donc c'est vraiment intéressant, il y a beaucoup de similitudes et ça nous permet d'avoir une vision plus grande échelle, de mélanger justement tous ces capteurs. Si on regarde à l'échelle interannuelle et qu'on se focalise juste sur le courant nord, c'est le graphique ici, le courant nord ça va être surtout les fortes valeurs bleues. On voit que ce courant nord est là encore vu par tous les capteurs et qu'il y a aussi une similitude entre tous ces résultats. Par contre, on peut voir les premières limites de certains capteurs. Bon, tout d'abord, l'altimétrie, ça va échantillonner, là c'est tous les 10 jours, et pour Saral, c'est tous les 37 jours. Donc c'est vrai que c'est un peu problématique, mais à l'inverse, les gliders vont avoir une fréquence d'acquisition très très rapide, mais sur des petites périodes. Et donc on va aussi avoir des longs trous. Donc c'est pour ça, c'est pour faire des analyses interannuelles, c'est encore une fois intéressant de mélanger toutes les données. Pas seulement regarder juste des données in situ, pas seulement regarder juste des données altimétriques, mais vraiment de regarder tout ce qui est à disposition de la communauté. Autre exemple d'utilisation de plusieurs produits, bien sûr toujours avec l'altimétrie. C'est une étude de Gebri et al. Au large de la Tunisie, au niveau du détroit de Sicile. Elle a calculé la climatologie des courants géostrophiques à partir des données Xtrack et elle a regardé aussi les climatologies des cartes de température de surface et elle a pu reconstruire la dynamique régionale avec en bleu ce qui était déjà connu à l'époque, qui a été confirmé par son étude, mais elle a pu aussi découvrir des nouvelles bifurcations, celle-ci au nord de la Tunisie et cette recirculation ouest au large de la Libye qui n'était jusqu'à présent pas mentionnée dans la littérature. Une autre étude toujours de Gebri, mais cette fois en 2017, où ça vous montre l'intérêt de combiner les données in situ à l'altimétrie. Donc en fait, on ne voit pas trop, mais ici, les petits triangles, ce sont des CTD, et les ronds, c'est la trace altimétrique. Et elle s'est servie des données CTD pour pouvoir extrapoler le courant de surface des satellites sur la profondeur en utilisant une fonction séquente hyperbolique pour fitter au plus près des résultats des CTD. Et une fois que ça a été validé, elle a juste intégré ces profils extrapolés le long des traces pour pouvoir estimer le volume d'eau transporté dans la région. Donc voilà donc un bon exemple de combinaison de données in situ et altimétrique. Donc ça c'est une étude qui est en cours, on va essayer d'aller vers un produit plus haute fréquence et de s'approcher encore plus près de la côte. Pour l'instant, les produits qu'on a fournis sont échantillonnés à 1 Hz. Et c'est des points verts que peut-être qu'on ne voit pas du tout. En gros, ça s'arrête ici. Et les deux autres points, noir ou rouge, ce sont des données 20 Hz. Et on voit qu'on arrive à s'approcher bien plus près de la côte. Et donc 20 Hz, c'est des résolutions de 300-350 mètres. Et on gagne à peu près 3-4 km plus près de la côte. Donc c'est vraiment très intéressant. Et ça nous permet, si on revient un peu au courant nord, de mieux définir. Donc là, c'est l'exemple au 1 Hz. Donc on est ici, on capte le courant nord là. On arrive à le capter en 1 Hz, mais on arrive vraiment mieux à le définir en 20 Hz.
on peut mieux voir comment il se décale dans le temps par rapport à la côte et on peut mieux calculer la largeur de la veine de courant. Donc pour conclure, je vais encore un peu insister, mais c'est vraiment important cette complémentarité des mesures entre les données in situ, donc par exemple les marégraphes, avec l'altimétrie. Donc les points positifs pour le marégraphe, c'est que c'est très précis, à une très haute résolution temporelle, mais par contre ça a des localisations ponctuelles, seulement en région très côtière, avec une répartition inhomogène. Par contre, on en a vraiment besoin pour l'altimétrie, pour faire de la calibration, validation, surtout. L'altimétrie, c'est une vision quasi synoptique, mais avec de très longues périodes de mesure, donc maintenant supérieures à 25 ans. Par contre, la résolution temporelle est moindre, et avec une précision qui se dégrade en zone côtière due à la contamination de la terre. Mais par contre, c'est aussi important pour les marégraphes, parce que ça donne un contexte régional et global de l'information. Juste pour finir, je vous montre un peu les problèmes qu'on rencontre. C'est que là, c'est une étude qui travaille sur la tendance du niveau de la mer. Donc j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de questions dessus ce matin. Et on voit que maintenant, avec des produits très haute fréquence, on s'approche très proche de la côte. On est quasiment à 1 km de la côte. Là, je ne sais plus si on est peut-être encore en Algérie ou Tunisie, je ne sais pas trop ici. Mais ce qu'on voit, donc on a la tendance au niveau de la côte, mais on n'a pas accès aux données dans toute la région à ce niveau. Et c'est vraiment un problème pour la validation. Donc là, j'ai entendu ce matin qu'on avait 6 marégraphes en Tunisie, 6 marégraphes en Algérie, 2 au Maroc. Et bien, ça serait bien que ces marégraphes viennent joindre tous les autres qui sont déjà au niveau du pourtour méditerranéen, les Espagnols, Français, Italiens, etc. Ça serait super pour la communauté scientifique. Donc si ça pouvait être le cas, ça serait génial. Et n'oubliez pas d'utiliser l'altimétrie. Voilà. Oui, bonjour, Marc Andrievski d'EDF. Vous avez dit au début que le signal électromagnétique dépendait de la vapeur d'eau sur toute la verticale. Comment vous faites pour avoir une bonne estimation des variations de cette vapeur d'eau qui varie aussi le long de la verticale et puis selon les latitudes, sachant que la vapeur d'eau est bien plus grande au-dessus des tropiques par exemple qu'ailleurs, voilà. Donc, en fait, je ne suis pas spécialiste de la mesure, j'ai plus en aval dans le traitement, mais c'est des mesures qui sont calculées à bord du satellite. Donc il y a, je ne sais pas trop si des gens peuvent répondre ici, mais ouais, il y a le radiomètre qui est... Nous on utilise les valeurs du radiomètre. On peut aussi utiliser des valeurs de modèles, mais les valeurs de modèles sont assez... il n'y a pas de très forte variation et on sait qu'il y a, à l'approche de la côte, il y a une variation un peu plus importante qu'on ne trouve pas dans les modèles. Mais c'est une correction très importante à prendre en compte pour le calcul du niveau de la mer. Je vais quand même juste faire un tout petit complément par rapport à ça. C'est que tu as parlé beaucoup de contamination de l'altimètre et des logiciels de retracking qui permettent éventuellement d'avancer plus près de la côte. Sur les radiomètres classiques qu'il y a actuellement sur les satellites, l'empreinte au sol est encore plus grande, c'est de l'ordre d'une trentaine de kilomètres de rayon. Donc ça veut dire que de toute façon, ces corrections sont largement contaminées. On a plein de systèmes pour essayer de décontaminer. Voilà, nous, on extrapole. Voilà, on extrapole, mais on ne connaît pas ce qui va arriver à la côte, puisqu'il y a des phénomènes météo à la côte qui sont d'autant plus importants. Donc les prochaines générations, et notamment sur Jason CS, vont intégrer des radiomètres très haute fréquence qui permettront d'approcher à la côte et d'avoir des corrections qui seront correctes près des côtes. Oui, bonjour, Hubert Léon, Société Actrice, ici. Vous passez de 1 Hz à 20 Hz oui. Pour la récupération des données. Je voulais savoir quelle était la limitation, si c'était la transmission dans le satellite ou si c'était la ground station et puis la chaîne de traitement qui faisait entonnoir. La limitation par rapport Vous passez de 1 Hz à 20 Hz pour augmenter la résolution. Oui, c'est que jusqu'à présent, historiquement, on travaillait à 1 Hz, mais les données, donc, à part les données de correction, mais tout ce qui est range et altitude et coordonnées géographiques sont
déjà acquise à 20 Hz. Donc la donnée, elle existe à 20 Hz, mais jusqu'à présent, elle n'était pas traitée. D'accord. Après, ça demande un peu plus grand, des plus grands temps de calcul, bien sûr, et de notre côté. Mais la donnée existe. Et là, vous utilisez, parce que c'est un satellite défilant, le JSON, j'imagine. Oui, il repasse. Voilà, il a une période de retour. 200 minutes, il est elliptique. C'est tous les 10 jours, il va repasser. Ah, c'est tous les 10 jours, d'accord. Ok. Donc c'est sur les côtes parce que les antennes de réception sont sur la côte, quoi. Non, enfin, on a les données existent partout, donc, sur tout l'océan ouvert. D'accord, ok. Très bien, merci. Alors, vous avez parlé de la validation ou calibration de la mesure, validation de la mesure altimétrique par le marégraphe. Oui. Bon, l'idéal, c'est d'avoir le marégraphe qui est au-dessus de la trace. Bien sûr. Voilà, ça c'est l'idéal. Mais ma question c'est quelle est la distance maximale entre la position du marégraphe et la trace qui peut nous aider à valider notre Non, mesure? mais ça dépend vraiment parce que dans certaines régions, on va avoir une très forte cohérence d'un signal sur une très longue répartition géographique. Donc peut-être qu'une trace à 100 km va avoir une parfaite corrélation avec le marégraphe, et à un autre endroit, on aura beau être plus près et on sera déjà décorrélé du marégraphe. Donc il n'y a pas vraiment de règle de distance. Mais bien sûr, idéalement, c'est mieux si on est juste au-dessus du marégraphe. Merci. Je suis une des utilisateurs de CTOH, surtout récemment, dans un cadre de projet qu'on coordonne à M2C en relation avec une future mission SWOT. Et en fait, l'utilisation des traces altimétriques, c'est pour la validation des modèles numériques, surtout dans la zone un peu profonde. Et en fait, là, vous parlez de coupler les traces altimétriques avec les marégraphes. Non, c'est pas forcément couplé, c'est... Couplé ou... je pense que c'est une bonne... En fait, là, toujours ma question, c'est jusqu'à quelle est la distance minimale pour avoir des données fiables, surtout du niveau d'eau, à partir de la côte. Parce qu'on dit toujours de la côte jusqu'à 10 km vers la profondeur, on évite un peu les traces altimétriques pour un problème de fiabilité ou d'erreur, puisque la zone côtière elle est super sensible. Oui, bien sûr. Au niveau de cette... il y a de la rugosité et tout. Donc, là, on va jusqu'à entre 10 et 7 km, on est encore bon. Après... ça dépend de la mission, je pense. Ça dépend du satellite, parce que Saral et pour Jason, c'est pas la même chose. Oui, Saral est un peu meilleur. Mais donc mais c'est un peu dur à répondre. Je pense qu'il faut vraiment regarder cas par cas. Aussi, ça dépend en fait si les traces viennent de la mer et attaquent la terre, ou si elles viennent de la terre à l'océan. On n'aura pas la même chose. Donc ça va être vraiment cas par cas qu'il faut regarder. Donc, juste pour faire un complément d'information par rapport à ça, effectivement, ça dépend des missions et des technologies qui sont à bord. Donc, dans toutes les missions qu'on appelle low resolution, comme les Jason ou même du Saral, approcher à moins de 3-4 km des côtes, même avec du retracking, c'est quasiment impossible. Oui, en revanche, je rappelle que donc, les missions SAR comme Sentinel-3 et 3B qui sont lancées depuis quelques années maintenant, fonctionne en SAR, et donc c'est une technique qui permet d'approcher, c'est des bandes de 300 mètres, pardon. Donc on peut se rapprocher si on est perpendiculaire à la côte, à 300 mètres de la côte, et on a pu montrer qu'on a vraiment des mesures valides qui vont jusqu'à la côte. Mais lorsqu'on est parallèlement à la côte, eh bien, on a quand même une contamination sur les bords, et donc on n'a pas encore résolu ces problèmes. Ouais. Et ça sera encore une autre problématique.